2023. Et l'objectif fondamental, en tout cas pour nous, on pense que ça va nous procurer encore davantage de recettes. Nous allons savoir davantage avec les experts qui sont avec nous ici. C'est à quoi on s'attend. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Bon, si c'est une réalité, on comprendra. Dans tous les cas, en tant que conseiller, préparez-vous à toi pour mieux comprendre, pour décrypter et puis pour pouvoir faire des bonnes recommandations pour que ce changement soit quand même porteur pour nous. En termes de généralité, par rapport au nouveau code minier, que nous appelons code minier de 2023, les réformes portent essentiellement sur le régime des titres miniers, la réforme fiscale et financière, et également ça traite le traitement par péage. Donc chaque fois qu'il sera question d'une innovation, on va passer en revue la légalité, c'est-à-dire les dispositions du code minier ainsi que les dispositions de son décret d'application, et on parlera également des avantages. Je pense que cela a été dit hier, ça a été dit aujourd'hui, ça sera dit au cours de cette semaine-là, l'importance du secteur minier dans l'économie nationale. Donc Mohamed Bouba vient de tout à l'heure indiquer, et comme revenu au titre de 2023, source ITUE, c'est 644 milliards de francs CFA comme revenu généré par le secteur minier à l'économie nationale, pour une contribution au PIB à hauteur de 9%. Et en termes d'exportation, c'est 76% de l'exportation. Et quand on regarde en termes d'emplois créés, c'est plus de 10 500 emplois créés. Ça, ce sont les données recueillies dans le rapport ITUE 2023. Et quand on regarde au titre de l'année 2023, le rapport de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le secteur privé a créé à peu près 21 000 emplois. Donc aujourd'hui, quand nous faisons un peu la comparaison avec l'emploi créé par le secteur minier, c'est vraiment dominant. Compte tenu de l'emploi du temps de la journée, nous allons commencer par l'instruction des intervenants, les conseillers qui veulent intervenir par rapport aux deux communications. En même temps, remercier et féliciter les deux experts pour la clarté de leur exposé. Je pense que les conseillers ont pris beaucoup de notes. À la suite des discussions et des débats, je pense que nous pourrons bien noter des recommandations. L'audit des comptes offshore a révélé certainement des dysfonctionnements. Est-ce qu'après cet audit, il y a des dispositions qui ont été prises pour une revue ou un suivi particulier de ces comptes? En fait, pour ouvrir un compte offshore, il faut l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. Et effectivement, dans la pratique, ces derniers temps, au niveau du ministère, on a quasiment cessé de délivrer les autorisations d'ouverture de comptes offshore. Et dans les conventions que nous sommes en train de rédiger, la stipulation qui prévoit le rapatriement obligatoire et intégral figure quasiment dans toutes les conventions actuellement. Il y a eu le code avec le contenu local. Il y a eu la loi. Nous avons participé à toutes ces différentes étapes. Maintenant, les deux organes qui sont mis en place, nous avons demandé depuis le départ qu'il faut décentraliser ces organes. Parce qu'on a analysé la loi sur le contenu local du Burkina, la loi sur le contenu local de la Guinée. On a vu ce qui manque au Mali. Ce qui manque au Mali, c'est les comités locaux du contenu local. Ça, peut-être, il faut qu'on arrive à réfléchir comment dans ces régions, certains vont aussi alimenter, surveiller, travailler sur cette loi du contenu local. Ça, quand même, ça manque. Ça existe dans les deux éléments.